Et parlons digital, bonjour à tous. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une nouvelle fois Alexandre Falk, le mage du SIA. On avait une question qui revient souvent et j'avais envie de débattre avec Alexandre sur ce sujet. Le constat, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, foncent sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, c'est accessible, c'est pas très compliqué. En tout cas, ça a pas l'air compliqué. Et c'est vrai qu'on oublie souvent d'autres canaux qui peuvent être tout aussi importants, comme les newsletters ou faire du SIA. Et c'est vrai que le SIA a pas forcément bonne publicité. Je voulais ton avis, Alexandre. Selon toi, c'est quoi les avantages justement de se lancer sur le SIA quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale? Bah écoute, merci Elodie. Alors, bon jeu de mots, mauvaise publicité SIA, c'est pas faux. Mais en réalité, le SIA est un levier assez intéressant d'un point de vue stratégique, sachant qu'il permet en fait de pouvoir faire de l'acquisition. C'est un levier intentionniste, donc en fait, on va pas les démarcher des internautes. C'est vraiment les internautes qui font la recherche et on est là pour répondre à leurs questions. Donc ça, c'est très pertinent. Donc ça, c'est le premier point. Le second élément, alors c'est vrai que la partie, je dirais, sociale, donc communication, il y a deux parties. Il y a la partie organique et la partie payante. Là également, on va le retrouver aussi côté search avec le SIA et le SEO. Le SIA, donc c'est la partie payante et le SEO, donc la partie organique. Alors j'aime pas dire pas payante, gratuite, car derrière il y a quand même du travail. Il y a souvent, moi je laisserai les experts SEO en parler mieux que moi, et des experts, des rédacteurs, des backlinks, du contenu à produire. Donc c'est vraiment du travail, c'est du temps homme. C'est pas évident. Le SIA a l'avantage, effectivement, avec un expert, de pouvoir lancer en fait des tests, des stratégies, des formats différents à travers ce qu'on appelle nous Google Ads. Donc c'est la plateforme publicitaire, c'est la régie publicitaire de Google qui nous permet soit de diffuser des annonces en fonction des recherches effectuées par l'internaute. On peut effectivement faire des publicités sur YouTube, en display, donc les images sur les différents sites web, toucher l'inventaire Gmail, donc l'onglet promotion, publicité. C'est comme un inventaire que Google permet de cibler aujourd'hui. C'est assez pertinent, c'est intéressant, pas beaucoup de concurrence. Donc, ça, c'est ma petite reco. S'il y a des petits experts qui veulent se lancer, bah, je pense que ça se teste. Et le SIA, en fait, a l'avantage d'être intentionniste, ce que la plupart des leviers n'ont pas. Donc, ça, c'est vraiment d'un point de vue stratégique. Après, c'est vrai, il y a une partie, je dirais, visibilité où, lorsqu'on positionne des annonces, l'avantage, comme on l'avait pu l'expliquer dans un podcast précédent, on paye uniquement au clic. Donc, les impressions sont entre guillemets gratuites, tant qu'on a du budget pour pouvoir diffuser, bien entendu. Mais en soi, on paye uniquement au clic. PPC en anglais, pay per click. Et cette situation peut donner lieu à différents résultats. Donc, effectivement, on peut avoir des campagnes où on va être dans de la pure acquisition, donc très intentionniste, ou là, faire de la génération de leads, de la vente, etc. Et sur certaines campagnes, à travers différents mots-clés qu'on va acheter au préalable, dire, bah, il y a certaines campagnes ou mots-clés plutôt, du coup, où on se dit, on sait que les performances vont pas être très bonnes parce que soit la société s'est lancée, soit le champ sémantique est compliqué. Enfin, il y a pas mal de situations qui peuvent donner lieu à des campagnes compliquées en termes de performance. Alors, il y a par exemple le fait d'acheter des concurrents, c'est une chose. Se positionner sur un nouveau service qui n'existe pas nécessairement, ça l'est aussi. Je me rappelle où j'avais un client qui faisait de la télématique. Alors, avant de travailler avec lui, je ne savais pas ce que c'était. Donc là, effectivement, on s'était dit, faire de la performance là-dessus, c'est un peu compliqué. Faisons un peu de pédagogie, de visibilité là-dessus. Donc, on avait un budget performance acquisition et un budget, on va dire, awareness, considération, qui était là plutôt pour faire de la pédagogie, pour être diffusé, montrer qu'on existe sur ces champs sémantiques. Alors, effectivement, il y avait des conversions. Le taux de conversion n'était pas aussi élevé qu'une campagne qu'on avait vraiment objectivée à la performance. Mais ça, si c'est déjà préparé en amont et ça fait partie, je dirais, voilà, d'un mix média, c'est pas un souci. Le SIA fonctionne très bien, par exemple, aussi avec les pubs télé. On sait très bien quand il y a des publicités télé, bah, les recherches sur la marque vont être plus importantes. Ou si jamais les gens font des recherches, alors ce qu'on appelle nous de mots-clés hors marque ou génériques, donc des mots-clés qui n'ont rien à voir avec la marque de l'entreprise. On sait aussi qu'il y a des synergies à avoir à ce niveau-là. Disons sur la télématique, je vais garder cet exemple. Si jamais ils avaient fait de la publicité à la télé pour mettre en avant la télématique et les gens recherchaient la définition télématique, comment structurer la télématique des différents véhicules. Enfin, c'est quelque chose qui aurait pu fonctionner et améliorer effectivement le taux de conversion, mais accompagner voilà ce mix média. Là où effectivement les réseaux sociaux peuvent être aussi très très pertinents. Alors effectivement, il y a la partie, je vais pas te l'apprendre Elodie, la partie organique qui est bien faite, fonctionne très bien.
Après, je pense qu'on en a tous conscience aujourd'hui, faire de l'organique sur Facebook, c'est très compliqué si on paye pas. Aujourd'hui, Facebook est une régie publicitaire, Google est également une régie publicitaire. Et en fait, ça, il faut vraiment l'avoir en tête, que tous ces réseaux sociaux, tous ces moteurs de recherche sont finalement des régies publicitaires. Même Amazon est une régie publicitaire. Donc, une fois qu'on a compris et qu'on a accepté ce principe, en fait, là, on commence à évoluer dans un autre système. Globalement, Facebook a tué l'organique pour pousser au payant. Google, effectivement, n'a pas tellement avantage à pousser l'organique parce que ça, c'est une régie publicitaire, donc il aimerait pousser le payant, d'où les positionnements supérieurs structurels du SEA vis-à-vis du SEO. Donc les 3 à 4 premières annonces sont nécessairement du SEA. Après, effectivement, on va retrouver du SEO. Puis il y a aussi la position 0 du SEO qui peut être compliquée parce que du coup, on a déjà l'information sans cliquer sur le site. Enfin voilà, on est plus sur une partie informative, je dirais, sur la position 0. Alors que le SEA est vraiment là pour aller chercher de la performance, du lead, de la vente. Et c'est pour ça que de l'avoir dans une stratégie d'entreprise, c'est assez important. Voilà. Moi, globalement, dans une expérience passée, j'avais monté une marketplace, j'étais le CMO. Le SIA, alors qu'on était en B2B, le SIA était un levier essentiel. Ça aurait été compliqué de faire sans. Après, effectivement, il y a des leviers qui peuvent se superposer, avoir une synergie, faire du retargeting. Le SIA est parfait pour faire du push. Donc, on va générer du trafic on-site qui est censé être qualifié. Pour X, Y raison, par exemple, ce trafic n'a pas converti, on peut aller faire du retargeting YouTube, à travers du YouTube, Facebook Ads, Meta Ads aujourd'hui, TikTok, LinkedIn, etc. Donc, en fait, une fois qu'on a généré ce trafic, même s'il n'a pas converti, on peut aller le récupérer autrement et on peut normalement, voilà, pousser grâce au SEA, avoir un trafic à minima. Et c'est l'objectif le plus qualifié possible et qui est normalement à partir d'un certain niveau où cette audience, ce trafic est quand même censé être le trafic le plus, enfin, potentiellement le plus compatible à une conversion. Donc, c'est normalement des internautes, entre guillemets, chauds en termes de conversion. Ce que j'entends, déjà merci, puisque là, on a une valeur dans ce que tu viens de nous raconter, c'est qu'effectivement, le gratuit a ses limites. C'est vrai que Facebook, aujourd'hui, pour héberger, si t'es pas dans les groupes, tu ne ressortiras pas en gratuit, donc il faut absolument passer par le payant. Instagram, c'est pareil, si tu passes par le payant, tu as beaucoup plus de chances d'émerger. LinkedIn est moins poussé là-dessus, mais on va y arriver, parce que c'est aussi une régie publicitaire, donc évidemment, si tu payes aussi ta publicité, tu auras plus de chances d'être poussé. Et ce que j'entends, c'est que dans le gratuit, la limite va aussi dans le tracking, c'est-à-dire que dans le payant, avec notamment Google, j'ai pas mal de liens ou de pixels qui me permettent de suivre le parcours client, le parcours prospect pour le transformer en client, que en SEO, je vais pas avoir les mêmes capacités. Je dis peut-être une grosse bêtise, je vais peut-être pas avoir les mêmes capacités de tracking. Après, si j'ai un Google Analytics, j'aurai quand même des clés, évidemment. Et j'ai cru comprendre qu'avec le nouvel algorithme de Google, la position 0 allait être de plus en plus poussée et que même Google, alors attention, là, c'est des prédictions qui sortent d'un site, c'est que Google allait pousser à ce qu'il n'y ait plus de clics sur les liens SEO et qu'on ait directement l'information, ce que tu disais tout à l'heure. Alors, j'ai lu la même chose. C'est pour ça que je pense que le SEO, en fait, la position 0, c'est un cadeau empoisonné pour tous les experts et tous les sites qui veulent se positionner en organique. Parce que dès qu'on a à minima la réponse affichée sur Google sans cliquer dessus, donc on ne peut pas faire du retargeting de trafic. Et également, il y a un souci par rapport au tracking SEO. Ça, je l'ai déjà rencontré. Alors, je sais qu'il y a des solutions qui peuvent permettre de résoudre ce souci. Mais aujourd'hui, si on va sur la Search Console ou Google Analytics, c'est très compliqué d'avoir les conversions en fonction des mots-clés ou les termes de recherche. Auparavant, sur GA3, il y a plusieurs années, c'était possible de mémoire. Je ne suis pas expert SEO, donc voilà, je laisserai les experts SEO reprendre ce sujet-là. Je ne veux pas me fâcher avec eux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le gros avantage aussi de Google Ads, c'est pouvoir tout traquer. On traque les personnes qui vont sur site, qui vont faire des actions de conversion. On peut aller les récupérer avec du retargeting. On peut aussi importer des bases CRM sur Google Ads. Ça, c'est assez intéressant parce que du coup, en fait, on peut soit recibler cette base CRM, soit créer des audiences lookalike, donc qui ressemblent à cette base CRM pour aller les cibler. Donc, on peut prendre un exemple de mots-clés ou de termes de recherche très compétitifs qui coûtent très cher, ou sinon, il y a énormément de volume. Donc, c'est compliqué d'avoir les budgets qui suivent. On peut dire, tout simplement, je vais acheter ces mots-clés-là, mais uniquement afficher une annonce SEA aux personnes, aux internautes qui ressemblent à ma base CRM. Ça permet de filtrer directement. Ce sont des tactiques qu'on peut positionner. Pour ceux qui s'intéressent, on appelle ça des campagnes RLSA. Et encore une fois, merci à Google. Juin 2023, on ne pourra plus le faire. Donc, si vous voulez le faire, il faut le faire en juin 2023, car ces audiences lookalike similaires, ne seront plus disponibles à partir de juin 2023. Et il faudra nécessairement utiliser, pour information du smart bidding, pour utiliser le potentiel des audiences lookalike. C'est à cause du cookie qu'on pourra plus le faire?
Alors officiellement, je pense que ça va être une question de RGPD, mais officieusement, Google pousse à la simplification des structures, Mmh. pousse au smart bidding, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Moi, je suis quelqu'un qui, en tant qu'expert, qui utilise ce qu'on appelle du smart bidding, donc des stratégies d'enchères automatisées. C'est très puissant parce qu'on utilise en fait la puissance de l'algo, l'historique, etc. Par contre, c'est vrai que faire du smart bidding sur un compte qui est en lancement, qui n'a pas d'historique, qui n'a pas de data, c'est très compliqué parce on risque en fait de dépenser de l'argent un peu pour rien, avoir moins de trafic. J'ai fait différents tests et globalement, moi, j'aime bien commencer sur des stratégies manuelles ou semi-automatiques sur un lancement de compte qui n'a pas de data et sortir le plus rapidement possible cette période pour faire du smart bidding. Mais dans l'idéal, Google aimerait que tout le monde fasse du smart bidding dès le début. C'est l'optique. OK. Là, je pense que je vais passer un message. Si vous voulez en savoir plus, contactez directement Alexandre. On part dans des sphères qui commencent à être très techniques. Si on veut trouver Alexandre, on te retrouve sur LinkedIn où tu es très actif et tu partages pas mal de conseils justement sur l'expertise que tu possèdes en SIA. Voilà. Oui. Je te remercie pour toutes tes explications et je vous dis à la prochaine.